3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude, sur ma chaîne YouTube, c'est le jour des best-of de live Twitch en mode Crystal Ball. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, on va tester un nouveau concept, que je vous explique juste après. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Que sont devenus ces 6 joueurs plus ou moins portés disparus à l'heure actuelle en NBA? Aujourd'hui, je teste donc un nouveau concept. Donc le concept, que sont-ils devenus? Il y aura peut-être plusieurs tomes, en fonction de vous, en fonction du nombre de vues, en fonction des commentaires qu'il y aura sur YouTube aussi, de vos réactions. Ben, je veux être sûr que ça vous plaise. Et si ça vous plaît, franchement, moi c'est un sujet que j'adore. Parler d'histoires de joueurs qui sont un petit peu, comment dire... un petit peu original ou non, ou des joueurs connus qui ont un petit peu disparu, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop où ils sont. Par contre, c'est un concept que j'ai envie de faire surtout avec des joueurs récents, pas des joueurs qui auraient disparu dans les années 90. Ça pour moi c'est plus, enfin c'est pas forcément ma ligne éditoriale que j'ai envie de faire sur le 6ème homme. J'ai plus envie de parler de joueurs récents. Donc là j'ai plutôt envie de parler de joueurs qui auraient moins de 40 ans, moins de 35 ans même, qui pourraient potentiellement être encore sur le marché, qui le sont pas, ou qui sont à quelques années de l'être encore. Et en fait la plupart c'est des joueurs qui étaient attendus au moment de la draft, où on attendait beaucoup d'eux et qui finalement, dans leur carrière NBA, ont pas été au niveau, ou alors ils ont été au niveau, ils ont connu des soucis, ils ont connu une blessure, et il y a pas mal d'éléments qui ont fait qu'ils ont pas eu la carrière NBA qui était prévue, et qui ont fait qu'ils ont complètement disparu des radars, malgré un talent certain qui avait été un petit peu décelé au moment de leur draft, ou voire même au moment de leurs premières années en NBA. Et aujourd'hui, vu qu'ils sont disparus des radars, on n'a plus de nouvelles, on le sait, hein, la NBA c'est 450 places grosso modo, c'est la jungle, il n'y a pas de la place pour tout le monde, et encore moins pour ceux qui veulent faire des grandes carrières et rester dans la ligue, même pour des joueurs qui étaient attendus, même pour des joueurs qui suscitaient la hype avant leur draft. Et donc aujourd'hui on va tester ce concept avec 6 joueurs, et je vois que dans le chat vous en avez plein dont vous me parlez, et c'est super intéressant, et la plupart dont vous me parlez, ce qui est bien, c'est que c'est pas ceux que j'ai choisi aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai choisi soit des joueurs un peu connus, soit des joueurs qui avaient des histoires qui m'intéressaient, mais en fait il y en a tout plein qu'on pourrait aborder, donc dites-le moi vraiment dans les commentaires YouTube, dans le chat, dites-le moi partout, si vous avez des joueurs que vous voulez que j'aborde, vraiment une liste de joueurs que vous voulez que j'aborde, et surtout si le concept vous plaît et que vous voulez que je fasse d'autres épisodes, dites-le moi, parce que franchement on verra comment ça fonctionne pendant ce live, mais je suis super chaud, et en fait j'ai hâte de vous présenter les 6 joueurs que j'ai choisis pour aujourd'hui, parce que vous allez voir, il y en a certains qui ont des histoires qui valent leur pesant de cacahuètes et qui méritent d'être abordées. Et donc comme vous le voyez sur le visuel, le premier joueur que je vous présente c'est Anthony Bennett. Donc pour chaque joueur, je vous mettrai seulement les stats et les années jouées en NBA. Donc c'est ce qu'on voit, Anthony Bennett il a joué en NBA de 2013 à 2017, pour moins de 13 minutes par match, et des stats pas ouf, de un peu plus de 4 points, un peu plus de 3 rebonds, et des pourcentages catastrophiques. Et ouais, Anthony Bennett, lui, on s'en rappelle, dans la cuvée d'Giannis Antetokounmpo, la cuvée 2013, où il y a eu pas mal d'erreurs, hein. Quand on regarde les premiers choix, c'était pas ouf, cette draft, ça manquait quand même de gros talents dans les premiers choix, et finalement c'est des joueurs surprises, comme Giannis Antetokounmpo, qui ont été draftés plus bas, qui ont percé. Et pourtant, dans cette cuvée de draft, c'était Anthony Bennett, le numéro 1, qui a été drafté par Cleveland à la base, et qui a toujours déçu quand il était en NBA. Il a fait 4 saisons, comme on l'a dit, de 2013 à 2017, il a connu 4 équipes pendant ces 4 saisons, Cleveland, Minnesota, Toronto et Brooklyn, et jamais dans la grande ligue il a trouvé sa place. C'est un joueur maladroit, il suffit de regarder ses pourcentages pour s'en rendre compte, hein. À 3 points c'est pas bon, à 2 points c'est pas bon, une mauvaise sélection de shoots, des mauvais choix de tir, un QI basket un petit peu négatif, c'est un joueur qui était peu mobile, qui défendait mal, qui prenait souvent les mauvaises décisions, et c'était très compliqué. Et quand on voit que son career high à 20 points seulement, c'est pas ouf, hein, lors de sa saison sophomore, ça a pas suffi pour convaincre pour Anthony Bennett, et actuellement il est très légitimement considéré comme l'un des pires busts de l'histoire, voire même le pire bust de l'histoire, qui a été drafté avec le pick numéro 1 en NBA, et ça pique pour Anthony Bennett. Là, ça fait 6 ans qu'il a pas joué en NBA, et je sais que beaucoup pensaient qu'il avait laissé tomber le basket, mais non, pas du tout, parce que Anthony Bennett, il s'est dit assez vite que si ça marchait pas en NBA, ça pourrait marcher ailleurs. Et vous allez voir que cette vérité, elle est pas forcément vérifiable. Parce que, voilà, je vous ai proposé quelques petites photos, et voilà, là on le voit, c'est ce que je disais, parce que Anthony Bennett, quand ça a pas marché en NBA,
Il a été pas mal envoyé en G-League, il a essayé de faire des choses en G-League, on en passera après, mais il a aussi essayé de jouer en Europe. Il s'est dit, ok, la NBA ça marche pas, je vais tester l'Euroleague, et c'est pour ça qu'en 2017, il a signé avec le Fenerbahçe. Et là-bas, il a pas été bon du tout non plus, il avait très très peu de temps de jeu. Pourtant, cette saison, le Fener avait gagné l'Euroleague, c'était très fort, mais Bennett, sur le match de la finale, il avait eu qu'une seule minute de temps de jeu en toute fin de match pour fêter le titre. Il a eu un rôle qui était pas du tout intéressant, pas du tout primordial. Non, vraiment, même au Fener, il cirait le banc, et il avait une hygiène de vie qui questionnait vraiment, une implication pour le basket qui questionnait vraiment. Donc ok, on pourra retenir que Anthony Bennett a gagné l'Euroleague, mais c'est pas lui non plus qui a été un pion essentiel pour le Fener, et je pense que ce qu'on pourra dire, c'est que cette expérience en Turquie n'a pas été réussie, du moins individuellement, même si ça a été réussi collectivement. En gros, ce qu'on se rend compte de toute façon, c'est que le mec, un peu partout où il va, il a tendance à décevoir. Mais il tient à continuer à rester pro, à faire sa carrière dans le basket. Enfin, quand je dis qu'il déçoit partout, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en G-League, mine de rien, globalement, ça se passe plutôt bien. Il a de bons chiffres, il a une adresse qui est meilleure qu'en NBA, il tourne à 16-17 points par match, 8 rebonds, c'est pas exceptionnel pour de la G-League, mais franchement, ça montre qu'il peut quand même jouer au basket à un niveau minimum quand même, que ça reste un joueur de basket, il a même fait quelques cartons à plus de 30 points, et en fait, c'est ça qui lui permet de rester pro, et qui lui permet de continuer à susciter de l'espoir un petit peu chez les potentielles franchises qui pourraient le signer. En tout cas, c'est ça qui lui a permis de connaître 4 franchises, parce qu'il était plutôt bon en G-League, mais aussi en sélection canadienne. S'il y a 2 endroits où ça s'est bien passé, je dirais la G-League et la sélection canadienne. Je dis pas qu'il a eu un rôle primordial, surtout que c'était une époque où cette sélection canadienne n'était pas forcément bonne collectivement. Mais il y a montré quelques bonnes choses. Il s'y est toujours senti bien depuis qu'il est jeune. Sauf que on le voit, hein, malgré ses bonnes perfs en G-League et malgré ses quelques petites bonnes perfs en sélection canadienne, dès qu'il passe au niveau supérieur, il déçoit. Et ce dont il se rend compte, c'est que la G-League, c'est bien, c'est beau de performer en G-League. Sauf que, là-bas, il y a quand même des conditions précaires et c'est quand même très compliqué d'y faire une carrière de basketteur pro. La G-League, c'est quand même une espèce de ligue d'intérim un petit peu. C'est le tremplin vers la NBA, mais c'est pas un endroit où tu fais ta carrière. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand il s'est rendu compte, ok, j'ai pas ma place en NBA, ok, j'ai ma place en G-League, mais je vais pas faire ma carrière là-bas, il faut que j'aille ailleurs, et c'est là qu'il a commencé à tester un petit peu des championnats un peu plus exotiques. Parce que c'est vrai qu'au début de la saison 2019-2020, on a les Rockets qui lui ont proposé un contrat, encore sûrement il devait être hypé par ses performances en G-League, mais ça a pas marché. Avant le début de la saison, déjà, Bennett, je pense pas qu'il était au niveau, il s'est blessé au genou, il a été coupé avant le début de la saison, et là je crois que la carrière NBA de Anthony Bennett se terminait pour de bon. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il est d'abord allé à Porto Rico, et ensuite, il a testé le championnat israélien, on le voit sur la photo, en allant à l'Hapoel Jérusalem. Donc là, c'est toujours pas un championnat exotique, hein. Porto Rico, ça allait un peu plus, mais le championnat israélien un peu moins, surtout que l'Hapoel Jérusalem, à l'époque, jouait la Basketball Champions League, et jouait une Coupe d'Europe. Et là-bas, il a fait quelques matchs, certains matchs en Coupe d'Europe dans cette Champions League, mais toujours compliqué pour lui, même si c'était pas le niveau du Fener en Euroleague, même si c'était un niveau européen un peu plus bas, Anthony Bennett n'arrivait toujours pas à faire sa place. Il marquait seulement 7 points par match, avec un impact très irrégulier, peu de combativité, et là on s'en rendait compte, le niveau NBA était trop haut pour lui, mais peut-être que le niveau européen, lui aussi, et pas que l'Euroleague, hein, même la Basketball Champions League et le championnat israélien, c'était trop haut, et c'est assez fou de se dire ça pour un mec qui a été first pick en NBA. Comment Cleveland a pu faire une erreur pareille, comment les scouts ont pu faire des erreurs pareilles quand ils l'ont drafté, quand on voit que ce mec-là, même en Europe, ça galère. Et quand à Jérusalem, ils se rendent compte de ça, eux aussi, à leur tour, pas de chance, on a Anthony Bennett qui s'est fait couper à son tour, encore une fois, même en Europe. Alors du coup, Anthony Bennett, il a continué à tester, j'aime bien vous mettre ces petites illustrations, il a continué à tester ces championnats exotiques, il est parti en Asie, d'abord à Taïwan, et enfin, à Taïwan, dans un endroit qui n'est ni de la G-League, ni la sélection canadienne, il cartonne, et il cartonne vraiment, peut-être même plus qu'en G-League, en même temps le championnat taïwanais c'est pas ouf en termes de niveau, avec des moyennes de 23 points et 13 rebonds, pas mal de matchs à plus de 30 points, du spectacle, des stats, des wins, un public qu'il aime beaucoup, il devient un petit peu la coqueluche de son équipe à Taïwan, et ça lui plaît bien. Du coup, il y passe une première saison, ça se passe bien, il fait des bonnes stats, il y passe une deuxième saison, il change d'équipe, il change de club, mais encore une fois, il continue à faire des grosses stats, des beaux cartons, et on a l'impression que dans le championnat taïwanais, où il y avait encore Dwight Howard la saison dernière,
Mais enfin, on a Anthony Bennett qui aime le basket et qui se sent vraiment comme un poisson dans l'eau. Du coup, il atteint un nouveau statut en Asie. Lui, il est content, il se plaît bien. Donc il se dit, bah vas-y, hein, ça y est, j'ai trouvé un endroit. Mais pourquoi pas continuer à tester des championnats totalement. Bah, vu que l'Asie ça marche bien, pourquoi pas essayer d'aller ailleurs et toucher peut-être un petit peu plus de fric et viser peut-être un championnat avec un niveau supérieur. Donc après les États-Unis, après la Turquie, après les Porto Rico, après l'Israël, je crois que j'en oublie pas. Après Israël, pardon, et après Taïwan, il se dit je vais tenter un nouveau championnat, et là, ce mec qui est devenu un vrai globetrotter, il prend la direction de la Corée du Sud, et ça devait être en début de saison. Et donc, Anthony Bennett, là, en début de saison 2023-2024, c'est un mec qui a 30 ans, qui a une grosse expérience, mine de rien, qui a joué quelques saisons en NBA, qui a connu pas mal de championnats, qui a joué l'Euroleague, qui a joué plusieurs Coupes d'Europe aussi, et voilà, en Asie, on a l'impression qu'il trouve enfin un chez lui. Et là, quand en Corée, le club des Sky Gunners annonce l'arrivée de Anthony Bennett, il y a une vraie hype en fait, parce qu'il faut se rendre compte que ce club des Sky Gunners avait pas mal de problèmes de fric les saisons précédentes, et là il y a un nouveau management, un nouveau front office, un nouveau directoire qui est arrivé, et eux ils veulent mettre les petits plats dans les grands et faire venir de gros noms en fait, clairement. Et voilà, je peux vous mettre une photo, hein, là c'est quand il est arrivé en Corée, et donc justement ce management des Sky Gunners, ils se disent on va faire venir un ancien first pick de la draft, même s'il a pas réussi ailleurs, ça va faire le buzz, donc et même d'autres gros noms, hein, alors pas des noms super connus à l'échelle internationale, mais qui sont connus en Corée, en se disant on va se faire une équipe bien friquée, bien bling bling pour faire venir les fans et essayer de lancer ce championnat coréen. Et pourtant, 2 semaines après son arrivée en Corée, 2 semaines après l'annonce de sa signature, bye bye, Anthony Bennett s'est barré pour des raisons qui n'ont pas été communiquées par l'agent. Est-ce qu'il avait le mal du pays? Est-ce que c'était des soucis financiers? Est-ce que justement ce club qui lui avait promis une espèce de montagne d'or, un pont d'or, n'a pas assumé ses engagements et n'a pas tenu ses promesses? On sait pas. Ce qu'on sait, c'est juste que c'est Anthony Bennett qui a décidé de se casser et donc il n'a pas joué en Corée, il n'a pas testé ce nouveau championnat. Donc là, comme je disais, on était au début de la saison 2023-2024. Les dernières nouvelles qu'on a, c'est qu'après cette mésaventure coréenne, il était de retour à Taïwan, il cherchait un club. Comme je disais, il y a plus de Dwight Howard dans le championnat taïwanais, mais ça commence à avoir un petit peu de hype au niveau mondial. On a un Jeremy Lin, hein, par exemple, qui cartonne encore là-bas. D'ailleurs, que sont-ils devenus? On aurait pu parler de Jeremy Lin aujourd'hui, qui est très bon à Taïwan, et je comprends qu'il soit revenu là-bas, parce que mis à part ces championnats comme la G-League où on fait pas carrière, finalement, dans sa carrière, on parle d'un first pick de draft qui, dans sa carrière, n'a réussi qu'à Taïwan. Donc aujourd'hui, il cherche un club. Je pense qu'au vu du nom qui s'est fait là-bas, il devrait trouver, à condition qu'il soit pas trop gourmand financièrement, parce que je sais pas si à Taïwan on paye d'énormes salaires. S'il avait bien voulu faire cette expérience en Corée, c'est qu'on lui avait proposé beaucoup d'argent. Donc maintenant, je pense que surtout vu ce qu'il a montré à Taïwan, il va être exigeant. En tout cas, en attendant, j'ai pas l'impression qu'il bosse beaucoup son basket, hein, parce que sur les dernières photos, il a l'air assez fat, sa condition physique a pas l'air au top. Mais bon, peut-être qu'il attend un coup de fil de quelqu'un à Taïwan qui lui proposera assez d'argent. Quoi qu'il en soit, il vit là-bas actuellement, il attend un club, il a 30 ans comme je disais, il va continuer à poursuivre sa carrière de basketteur pro. Je pense qu'il va encore trouver un contrat rapidement, quelque part dans le monde, sûrement à Taïwan, mais il faut s'en rendre compte, on parle d'un first pick de draft d'il y a une dizaine d'années, et aujourd'hui il est complètement éloigné de la NBA. Un retour dans la grande ligue, ça paraît peu probable, un retour en Europe, c'est pareil, ça paraît peu probable vu ce qu'il a montré, donc peut-être que l'Asie c'est chez lui, mais pour ça il va falloir que ça se passe mieux qu'en Corée. Et donc voilà, pour tous ceux qui voulaient des nouvelles d'Anthony Bennett, je vous ai retracé son parcours. J'imagine que vous étiez pas forcément au courant de tous ces passages dans tous ces championnats différents, de cette mésaventure en Corée, de ce retour à Taïwan. On fera un point peut-être d'ici quelques années. Quoi qu'il en soit, on a Anthony Bennett qui pour l'instant est un habitant de Taïwan et qui est sans contrat d'un niveau professionnel au basket. Deuxième joueur, qu'est-il devenu? Peut-être que vous avez eu des nouvelles, c'est vrai qu'on en a eu quelques-unes cet été, mais vous étiez souvent à me demander et Sekou Doumbouya, qu'est-ce qui devient? Et donc on va en parler, je trouve que c'est bien, même si j'ai déjà fait des vidéos le concernant sur ma chaîne, notamment en Airball Project, où je me suis bien planté avant sa draft, où j'expliquais que pour moi, si tout se passait bien et si les astres s'alignaient de la bonne façon, il avait un potentiel All-Star. Eh bien on va dire que les astres se sont pas alignés de la bonne façon pour Sekou, parce que le potentiel All-Star, on en a même pas vu 1%, même pas 0,1% dans son passage NBA. Donc ouais, Sekou Doumbouya,
C'est un joueur qui a été drafté en 2019 avec le choix numéro 15 par les Pistons et il est arrivé très jeune en NBA, à 19 ans et sûrement très immature. Même s'il avait eu une petite expérience pro en France, à Poitiers et à Limoges, il est arrivé, j'ai l'impression, en NBA en se disant ça y est, je vais mener la grande vie, le rêve américain, je suis un joueur NBA. Je me rappelle à l'époque, vu que j'habitais à Limoges, j'étais allé le voir un petit peu sur certains matchs à Beaublanc et il avait quand même ce petit comportement de star, même si dans le championnat français ça allait pour lui et il avait toujours du potentiel. Et il avait ce petit comportement de star, et je me rappelle quelque chose qui m'avait choqué, c'est à partir du moment où il a été drafté en NBA, son compte Instagram, il avait fait complètement peau neuve, il avait viré quasiment toutes les photos où il était à Limoges et à Poitiers, et ça y est, il menait la grande vie d'américain, de star américaine, de joueur de la NBA, mais malheureusement, ça suffit pas pour faire une carrière dans la grande ligue, parce qu'il faut aussi assuré sur le terrain, et le problème c'est qu'à Détroit, ou même tout court en NBA, il a jamais réussi à convaincre, parce que sur le terrain, on l'a vu, il avait des pourcentages catastrophiques, vous les voyez, 38% au global, 25% à 3 points, toutes ces saisons, c'est resté un peu la même chose, sa première saison à Détroit, c'était à peu près ces pourcentages, sa deuxième saison, ça a même régressé, c'était même encore plus catastrophique à 3 points, donc tout ça sur le terrain, on a un Sekou qui a pas fait ses preuves, mais on peut se dire, un joueur jeune qui a 19, 20 ans, s'il met pas ses shoots, c'est pas grave, il va progresser, surtout quand on a un potentiel physique comme Sekou Doumbouya l'avait, ou comme il l'a toujours même. C'est un mec qui est grand, qui est polyvalent, qui peut switcher sur plusieurs postes, qui est athlétique, qui peut faire beaucoup de choses en attaque. Généralement, on est patient avec ce genre de joueur, sauf que là, Détroit a pas été patient parce que j'ai l'impression que en dehors du terrain aussi ça allait pas, avec cette attitude qui a parfois été qualifiée de négative et une éthique de travail qui posait vraiment question et qui pourrait correspondre un petit peu, je veux pas faire de raccourci facile, mais avec cette espèce de côté star qui s'était mis en tête et autant il avait le mental de la star qu'il voulait être, mais il avait pas le jeu qui allait avec, l'éthique de travail et l'attitude qui allait avec. Donc résultat, 2 saisons seulement à Détroit et c'était déjà fini. Pour un joueur aussi jeune drafté en 15, voir qu'une équipe comme Détroit a fait une croix si vite sur lui, mais ça pose vraiment encore question sur son attitude. Lui qui, on se rappelle, en plus de ça, pendant son passage à Détroit, a été clairement renvoyé, en tout cas son contrat a été rompu avec l'agence Comsport, pourtant une agence Comsport qui a l'habitude de s'occuper des joueurs français, qui a la plupart des joueurs français en NBA, cette agence assez légendaire qui est dirigée par Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, mais même eux, ils en ont eu marre de Sekou Doumbouya, on connaît pas les raisons, on sait pas ce qui s'est passé en off, quoi qu'il en soit, c'était assez choquant de se dire, même comme Sport, il lâche Sekou Doumbouya, il y a quelque chose sûrement qui cloche dans son comportement. Et là, malgré les bonnes choses, mine de rien, qu'il avait montré en G-League, parce qu'il faisait des stats en G-League, il arrivait à scorer à chaque fois Sekou à l'époque, et ça donnait l'impression qu'il lui manquait juste des opportunités pour avoir sa place en NBA, sauf que même quand il a eu des opportunités, ça marchait pas. Il a fait quand même certains flashs où ça allait bien, il a fait son record en carrière, c'est 24 points en NBA, il me semble que c'est même le plus jeune joueur français de l'histoire qui a marqué 20 points dans l'histoire, enfin en NBA, donc tout ça c'était plutôt prometteur, c'était un mec qui pouvait scorer des points, il l'a montré en G-League, il l'a montré en NBA, sauf que je pense que son attitude et son manque d'éthique de travail, son côté un peu superstar, en tout cas dans sa tête, lui a vraiment pas permis de faire son trou. Lui, c'était quand même un joueur qui dominait vraiment par son physique, qui est arrivé au basket sur le tard, je pense pas dire de bêtises, mais à la base c'était plutôt un footballeur, mais quand il s'est mis au basket, il s'est rendu compte que son physique et ses qualités athlétiques lui permettaient vraiment de dominer, donc c'est un petit peu un late bloomer qui a commencé tard, et après les choses se sont vite enchaînées, il est vite devenu pro, et on se rappelle aussi, bref, il y avait eu des soucis avec l'INSEP aussi à l'époque, on a un Sekou, son caractère ça a jamais été simple à gérer, et pourtant sur le terrain on voyait, il était capable d'attaquer le cercle très fort grâce à ses qualités athlétiques et sa musculature, il était aussi attendu comme un gros défenseur, comme un vrai two-way player, mais ce qu'on a vu c'est que même quand il jouait bien au basket, ça restait quand même un joueur qui jouait beaucoup pour lui, on le voit, il tourne même pas à une passe de moyenne en carrière en 17 minutes de jeu, et un joueur qui joue beaucoup pour lui, qui est vraiment très porté par le scoring, qui fait pas forcément les efforts en défense alors que tu as les qualités physiques pour le faire, c'est quand même dommage, mais voilà, un joueur assez individualiste, quand il met pas ses shoots, il devient très vite inutile. J'ai l'impression que vraiment tout est arrivé un peu trop vite pour Sekou Doumbouya, et le mental n'a pas suivi. En fait, en gros, il s'est vu trop vite, et c'est ça, je pense, qui a un petit peu compliqué la carrière de Sekou aux États-Unis. Pour lui aussi, je vous ai fait quelques visuels en plus.
Parce que résultat, au bout des 2 saisons qui se sont passées avec Détroit, il a été transféré à Brooklyn. Là, je commençais à réfléchir à ce qu'il pourrait à Brooklyn. Bah, j'ai pas eu le temps, parce que dans la foulée, il a été transféré à Houston. Je me suis mis à réfléchir à ce qu'il pourrait apporter à Houston, mais j'ai pas eu le temps, parce que dans la foulée, il a été coupé par les Rockets. Donc un Sekou qui était drafté en 15 2 ans avant, et qui a été transféré dans tous les sens en un été, et qui a été coupé. Heureusement, on a les Lakers qui sont allés le chercher. Ensuite de ça, j'avais fait une vidéo à ce propos pour essayer de voir ce qu'il pourrait apporter chez les Lakers. Ils lui ont donné une chance avec un two-way contract au mois de janvier, mais encore une fois, il a joué seulement 2 petits matchs avec ce two-way contract et c'était terminé. Bon, il a eu une blessure aussi, ça l'a pas aidé à prolonger son two-way contract, mais s'il avait suffisamment prouvé sur le terrain ou en dehors ou à l'entraînement, je pense qu'il aurait pu avoir une chance de rester chez les Lakers, parce que vraiment ça reste un joueur au potentiel fou, comme je disais, grâce à ses qualités physiques et athlétiques, mais non, et depuis que les Lakers ne l'ont pas prolongé, on ne l'a plus jamais vu en NBA. Du coup, qu'est-ce qu'il est devenu, Sekou Doumbouya? Eh ben lui, ça se voyait. Son rêve, c'était la NBA, il se voyait déjà comme un Américain, donc hors de question de rentrer en Europe, il a continué avec la G-League, et on se rappelle, on l'avait dit en G-League, il avait fait quelques cartons. Donc là, il est allé chez les Delaware Blue Coats, l'équipe qui est affiliée aux Sixers, je vous ai mis quelques visuels ici, et là, on le voit sur la deuxième image, avec les Delaware Blue Coats, il a remporté le titre, avec des joueurs comme Jaden Springer et Mac McClung, qui étaient dans son équipe, c'était l'année dernière ça, donc le titre 2023, il a été remporté, et là, alors qu'on aurait pu se dire que quand même, un joueur comme Sekou, qui avait déjà fait ses preuves en G-League, qui avait été drafté en 15 et qui vraiment a tout ce qu'il faut pour être un bon basketteur, peut-être à part le mental, mais il pourrait avoir un gros rôle aussi dans ce titre. Sauf que pas du tout, que nenni. Il a eu beau remporter le titre, mais son rôle était assez anecdotique. Il a joué une 20aine de matchs en tout avec cette équipe en G-League, avec une moyenne de 9 minutes par match, et vraiment un impact très faible. On a vu que même en G-League, dans une équipe compétitive de G-League en tout cas, il avait pas la confiance des coachs. En finale, sur les 2 matchs de finale qui ont été remportés par Delaware, on le voit sur la deuxième photo, il le célèbre ce titre. Sauf que sur les 2 matchs de finale, on a un Sekou qui a pas joué une seule minute, qui a même pas joué une seule seconde. Donc ok, il a remporté le titre, mais son rôle était vraiment anecdotique, et là, enfin Sekou il s'est dit, c'est compliqué, la NBA ça a pas marché, même la G-League ça marche plus pour moi, si je veux continuer à être un basketteur pro, il va falloir que je fasse autre chose. Du coup, il est revenu en Europe, il est revenu en Europe, en tout cas au moins pour se ressourcer, parce que on se rendait compte, et lui devait se rendre compte aussi, qu'on l'oubliait un petit peu partout, que personne quasiment ne parlait plus de lui, et là, alors qu'il était en G-League, je me rappelle, dans le chat, vous me demandiez souvent, est-ce que tu sais ce qu'il devient, Sekou, et oui, il est en G-League, c'est juste qu'il joue pas, et clairement, on se rendait compte que son nom n'avait plus aucune valeur, ou très peu de valeur aux États-Unis. Il espérait se relancer dans cette G-League, ça a pas du tout eu lieu, ça lui a pas permis de redorer son blason. Il a mis du temps, je pense, à retrouver une condition physique, parce qu'il a connu pas mal de blessures. Je me rappelle, il a eu une blessure à l'œil, notamment quand il était en G-League avec Delaware. Il a connu une blessure à la jambe, au genou avec les Lakers. Il a connu plein de petits pépins physiques sur lesquels il a mis du temps à se rééduquer, à revenir en forme. Est-ce qu'il a fait le boulot qu'il fallait pour se rééduquer? Mais ça pose question. Quoi qu'il en soit, ok, ses blessures l'ont handicapé, mais je pense que son mental l'a encore plus handicapé, son manque d'éthique de travail l'a encore plus handicapé, son côté peut-être un petit peu trop individualiste et superstar dans sa tête l'a encore un peu plus handicapé, et résultat, aux États-Unis, on a un Sekou Doumbouya qui a fini par complètement disparaître des radars, et c'est un petit peu triste quand on voit le potentiel qu'il avait à l'époque. Du coup, comme je disais, il est rentré en Europe, et notamment en France. Et cet été, enfin, on a eu des nouvelles de lui, on l'a vu jouer au basket même au Quai 54. Bon, le Quai 54, on est loin du niveau pro, même s'il y a quand même un très bon niveau au Quai 54, avec quand même de plus en plus de joueurs pro qui participent. Mais ce que je voyais, et ce qui faisait plaisir quand on l'a vu au Quai, c'est que je pense que Sekou, il avait besoin de reprendre du plaisir en jouant, de jouer libre, de jouer comme il voulait. Il est allé en 8e de finale, ok, avec son équipe, mais pour moi l'essentiel était pas là. C'est qu'on avait un Sekou qui souriait, enfin, en jouant au basket dans un contexte beaucoup plus libre, un contexte playground. Il montrait même des qualités, et enfin, il arrivait à retrouver des sensations un peu après son enchaînement de blessures et après son enchaînement de désillusions. Et ça, je me disais, c'est plutôt positif. Ok, ça y est, je me disais, il est revenu en France, nouveau départ pour Sekou, ça commence par le Quai, et peut-être que ça va devenir intéressant par la suite. Surtout qu'on l'a vu, en début de saison, il a fait la prépa avec Monaco, il a fait la pré-saison, c'était un partenaire d'entraînement, il avait pas vraiment de contrat, mais il s'entraînait avec le groupe, dans une grosse équipe de Monaco, qui a des ambitions en Euroleague, et il a même participé à quelques matchs de préparation en Turquie. Tout ça, c'était plutôt positif, et je commençais à me dire, let's go, il va avoir des pistes, il va avoir des touches pour signer des nouveaux contrats, et ça a été le cas. Il a eu des contacts avec Maroussi, qui était le promu du championnat grec, il devait signer, il y est allé, en Grèce, sauf que, 2 semaines
semaines après, pour des raisons qui sont inconnues, encore une fois, on a un Sékou Doumbouya qui est revenu en France. Est-ce que c'est le club qui a pas voulu de lui? Est-ce que c'est le club qui a pas aimé son attitude? Est-ce que c'est aux entraînements qu'il a pas fait ses preuves suffisamment? Ou est-ce que c'est lui qui n'a pas voulu du club, hein? C'est peut-être lui qui s'est dit non, finalement ça me convient pas, j'ai le mal du pays, la Grèce ça me convient pas, ou alors le niveau n'est pas assez bon pour moi. On sait pas qui a rompu un petit peu cet accord. Quoi qu'il en soit, Sékou en Grèce, ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, il est de retour en France, il se remet en forme à Paris, notamment, il y a pas mal d'images hein, sur les réseaux, notamment sur Instagram, où on le voit se préparer au One Ball. Alors bien sûr, hein, on le sait, hein, les joueurs NBA, ils postent ce qu'ils veulent dans leur préparation et de ce qu'ils sont capables de faire. Là, on le voit hein, sur les images qu'ils postent, il fait des spin moves, il est athlétique, il pose des gros tomards. Vraiment, il a l'air en forme, il a l'air fit, il a l'air d'être remis de ses blessures. Il attend juste une opportunité. Mais sauf que la question, c'est est-ce que cette opportunité, elle va arriver un jour? On a un joueur qui a seulement 22 ans, il a le temps de se relancer encore, il a peut-être encore un bel avenir devant lui, mais pour ça, il va falloir peut-être qu'il se remette en question, peut-être qu'il l'a déjà fait en tout cas, on sait pas où il en est mentalement, mais pour se relancer en tout cas, il va falloir qu'il trouve un contrat quelque part dans le monde, hein, et dans un endroit où il est bien et il peut briller. Et ça, c'est pas gagné, j'ai pas l'impression que ça se bouscule au portillon pour le signer, le Sékou. Donc est-ce que c'est à cause de son attitude ou de son caractère? Je sais pas, est-ce que c'est plutôt à cause de sa condition physique qui a du mal à revenir au top après toutes ses blessures? Peut-être. Est-ce que c'est à cause de son jeu trop individualiste qui pourrait encore se matérialiser encore plus s'il se dit allez ça va, je suis dans un championnat européen, c'est bon, là je vais vraiment jouer que pour ma gueule pour essayer de me remettre en avant et essayer de me remettre sur les tablettes pour les scouts? Je pense pas que ce soit la bonne façon de faire, mais peut-être qu'il fait comme ça et que ça pose problème. Je sais pas, il y a sûrement un petit peu de tout ça, je pense, qui complique actuellement la tâche de Sékou Doumbouya pour retrouver un contrat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, hein, depuis qu'il a été coupé par les Pistons, enfin transféré par les Pistons, on a un Sékou qui traverse un gros océan de vide, hein, une grosse phase de creux, et il n'y a pas grand chose qui semble s'améliorer. J'ai l'impression que lui, son objectif, c'est essayer de remettre un petit peu son nom sur les radars pour revenir en NBA, sauf que là, la NBA, il faut en être conscient, avec tout ce qu'il a connu récemment, ça semble vraiment s'éloigner, et lui, il y retournera pas tant qu'il aura pas fait ses preuves en Europe ou ailleurs, sauf que pour le moment, il galère à les faire parce qu'il a toujours pas de contrat. Donc sa situation, elle est complexe. De ce qui se dit, il aurait quand même plusieurs options actuellement, qui serait en train d'étudier, pourquoi pas, mais je me dis que s'il avait de vraies options, alors à moins que ce soit des options qui le payent pas suffisamment, mais là je me dis, c'est cool, il faut juste qu'il joue au basket à un niveau pro, surtout s'il est en forme physique, il est en train de gâcher ses jeunes années là, et il est peut-être même en train de gâcher sa carrière. Donc lui il dit qu'il a plusieurs options, let's go dans ce cas-là, s'il a plusieurs options, qu'il les accepte, même pour un contrat qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il attend. Donc voilà, pour l'instant il serait en train d'étudier ses options, sauf que ce qu'on voit, c'est que dans tous les championnats du monde, la saison elle a commencé, et j'ai l'impression que peu à peu, et c'est bien dommage vu le potentiel qu'il avait, la porte est en train de se refermer pour ce Sékou qui actuellement lui aussi est au chômage en France et attend d'avoir une opportunité pour rejouer au basket et essayer de remettre son nom sur les radars, même s'il faut en être conscient, avant de revenir en NBA, je suis même pas sûr que ça arrive un jour, mais la route sera très longue pour lui. Le troisième joueur dont on parle aujourd'hui, c'est Jimmer Fredette. Et je crois que dans le chat, vous l'aviez cité aussi, vous aviez envie de parler de lui. Et donc Jimmer Fredette, il faut se rappeler que quand il était à la fac, en NCAA, c'était une vraie star à Brigham Young, hein, à BYU. C'était un méga scoreur. Il avait énormément de fans et il était attendu très fort en NBA. En gros, ok, BYU c'est une petite fac, mais tous les records de cette fac quasiment, en tout cas tous les records offensifs, il les détient. Et c'est vrai qu'en attaque, c'est un joueur qui était excellent au niveau NCAA et qui était attendu super fort en NBA. On le sait, hein, aux États-Unis, la NCAA ça a pas mal de hype, c'est beaucoup mis en avant. On a beaucoup de fans qui suivent la NCAA, notamment la March Madness. Et Jimmer Fredette, alors qu'il avait pas encore mis un seul pied en NBA, c'était quasiment devenu une star nationale. C'était un scoreur et on avait l'impression que c'était un scoreur qu'aucune défense ne pouvait stopper quand il prenait un coup de chaud et qui vraiment allait tout péter en NBA. Résultat, il a été drafté en 10 en 2011 par les Bucks avant d'être envoyé directement à Sacramento. Bon, vous allez dire, drafté en 10 par les Bucks et envoyé directement par les Kings, normalement, quand on attend d'un joueur qui est une superstar, on le draft plus haut. Mine de rien, être top 10 de draft, c'est vraiment bien. Maintenant, il y avait quand même quelques doutes sur Jimmer Fredette et c'est pour ça qu'il n'a pas été drafté si haut. Et d'ailleurs, des doutes qui se sont confirmés parce que oui, il n'a pas eu la carrière qui était attendue en NBA et on l'attendait très haut, hein, on l'attendait potentiellement All-Star lui aussi, parce que il souffrait un petit peu de pas être
lui c'est un gros scoreur, c'est vraiment un scoreur né, c'est une espèce de bucket ce joueur, mais qui est pas du tout playmaker, et pourtant il fait la taille d'un meneur de jeu, donc 1m88, et le problème c'est 1m88, t'as la taille d'un meneur, mais si tu veux être un meneur, faut être un playmaker, et si tu veux pas être, si t'es pas assez playmaker, il faut justement avoir assez de physique, et avoir assez de bras, d'allonge, d'envergure, pour pouvoir défendre un minimum sur des postes 2, et c'était pas le cas de Jimmer Fredette, qui était beaucoup trop sous-dimensionné, et ça l'a pénalisé en NBA. Donc ouais, il a souffert de son manque de taille, et donc de son absence de défense, et il a aussi souffert de son côté scoreur unidimensionnel, parce que ok, il pouvait faire de gros cartons, et encore il l'a pas trop fait en NBA, mais à côté de ça, il apportait pas grand chose, et c'est pour ça qu'il a eu des difficultés à avoir sa chance. Parce que ouais, à part des points, de toute façon pour faire simple, hein, à part des points, on a un Jimmer Fredette qui apportait pas grand chose. Par contre, ça il sait le faire. Il a fait 6 saisons NBA, dans 5 équipes différentes, son carrière high est pas super haut, il est à 24 points, mais en même temps il a pas non plus eu énormément de temps de jeu dans sa carrière. Je suis en train de regarder là, j'ai ses stats, en fait c'est tout ça, c'est simple, hein. L'année où il a le plus de temps de jeu, c'était sa saison rookie avec 18 minutes par match, et après ça a fait que baisser, 14 minutes par match pour sa saison sophomore, 10 minutes par match pour sa troisième saison, et limite ça a fait que baisser, parce qu'ils se sont rendus compte que ouais, il pouvait scorer, et encore ces premières années il le faisait pas super bien en NBA, en tout cas pas aussi bien que en NCAA, et surtout vu qu'il apportait dans aucun autre secteur, c'était compliqué. Donc voilà, par contre, même si effectivement il avait parfois du mal à trouver une adresse régulière dans la grande ligue, on voyait que c'était un joueur qui avait ce talent pour scoring, cette espèce de sens du panier, et qu'il était capable de scorer beaucoup de points en peu de minutes. Mais voilà, le problème c'est ses limites physiques qui l'empêchaient de jouer trop. Donc résultat, il s'est dit, écoute, si j'ai pas ma chance en NBA alors que je suis un super scoreur, peut-être qu'il y a d'autres championnats qui vont justement accepter et profiter de mon côté scoreur. Donc let's go, Jimmer Fredette, il est allé en Chine chez les fameux Shanghai Sharks, et il y a passé 2 saisons, entre 2016 et 2018, et là-bas, son côté scoreur, il l'a prouvé, il l'a montré, parce que là-bas, il a clairement juste tout pété. Il a fait une saison à plus de 36 points par match, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, et limite, il est devenu un dieu vivant pour sa première saison à Shanghai, parce qu'il a été énorme, il mettait des points dans tous les sens, il a été MVP dès sa première saison en Chine, il a mis des shoots ultra clutch, on voyait des highlights de partout, Jimmer Fredette il s'éclatait, il était énorme, il a même fait un match à 73 points, hein, une dinguerie vraiment là aussi, et tout ça, ça a fait une grosse hype sur lui, sur ces 2 saisons en Chine, et là, les mecs en NBA ils se sont dit, est-ce qu'on se serait pas passé à côté de quelque chose avec Jimmer Fredette? C'est ce qu'ils se sont dit, et voilà pourquoi il a retrouvé un contrat en NBA à Phoenix, et il a essayé de s'y remettre du côté de Phoenix, mais là-bas, toujours la même histoire, trop limité physiquement, il arrive pas à défendre, trop unidimensionnel, il joue que 6 matchs, et cette fois-ci, il quitte la NBA, on l'a pas revu depuis, et apparemment, il la quitte pour de bon. En tout cas, il a pas rejoué de match officiel en NBA depuis. Donc on s'en rend compte, hein, on était très loin de la Jimmer Mania, parce qu'on appelait ça, qui véhiculait à la fac, parce que lui, c'est ce que je disais au début, hein, c'était l'idole de tous les étudiants, particulièrement au sein de la gente féminine, ça je l'ai lu aussi, en tout cas il était très apprécié de tout le monde, sauf que c'est bien d'être très apprécié par ton niveau basket et par ton physique visiblement, mais il arrive pas à se faire une place en NBA. Pourtant lui aussi, hein, comme pas mal de joueurs qu'on a évoqués aujourd'hui, il a fait des passages en G-League, comme en Chine il a tout pété au niveau du scoring, mais à chaque fois qu'il arrive dans la grande ligue, à chaque fois qu'il arrive en NBA, on a l'impression que le niveau est trop haut pour lui, et il arrive pas à avoir sa chance, en tout cas pas à avoir suffisamment d'opportunités pour briller comme il l'a fait partout ailleurs, et c'est assez fou parce que justement, jusque là en tout cas, partout où il va, on a un Jimmer Fredette qui assure, en Chine et en G-League, mais dès qu'il arrive en NBA, ça devient trop compliqué pour lui. Donc là il se dit, ok, je suis allé en NBA, ça marche pas. Je suis allé en Chine, j'ai tout pété. Ça m'a permis de retrouver un contrat en NBA, ça marche pas. Écoutez, c'est pas grave, je vais faire mes preuves ailleurs. Lui aussi, il a essayé. Et du coup, il a tenté une nouvelle aventure. En Europe, cette fois-ci, au Panathinaikos, un gros club européen, un club d'Athènes, et pour découvrir l'Euroleague. C'était une saison très particulière, c'était la saison 2019-2020 qui a été marquée par la pandémie, mais mine de rien, Fredette, encore une fois, il a été bon, il a été champion de Grèce avec le Pana, avec... alors, il tournait pas à 36 points par match, hein. Là, on parle quand même d'une des plus grosses équipes d'Europe, et une équipe qui jouait l'Euroleague. N'empêche qu'il a tourné à 14-15 points par match, avec des pourcentages qui étaient complètement excellentissimes, notamment à 3 points. Le mec, il faut se rendre compte, il tournait à 15 points par match, il jouait tous les matchs, il avait un gros temps de jeu, et en plus de ça, il était limite à 50% à 3 points, avec une ligne qui était plus proche, et sur laquelle il se régalait. Vraiment un shooter complètement fou, qui, encore une fois, a fait ses preuves en Grèce, même si c'était pas comme en Chine, il est pas devenu un dieu vivant du côté du Panathinaikos, mais vraiment, il a montré que même en Euroleague, contrairement à d'autres joueurs qu'on a vu plus tôt, hein, comme Anthony Bennett, lui, il arrivait vraiment à avoir
avoir sa place. Le souci, c'est que du côté du Panathinaikos, il y a eu quelques problèmes financiers. On a un Jimmer Fredette qui voulait quand même un minimum d'argent, sachant qu'il pouvait avoir un gros rôle, et le Pana n'a pas conservé Fredette parce que justement ses aspirations salariales étaient trop hautes. Du coup, Fredette se retrouve à nouveau sans contrat. Il se dit, c'est pas grave, la NBA, on a bien vu ça marche pas, je retourne en Chine. Il retourne en Chine. Ce deuxième passage en Chine, qui dure une saison cette fois-ci, le premier c'était 2 saisons, il est moins détonnant que le premier, mais quand même, il est pas à 36 points par match, mais il est à 27 points par match, c'est lourd, il continue à appuyer et asseoir son statut d'idole et de légende là-bas, et en plus là-bas en Chine, on sait qu'ils avaient l'argent, et donc ils pouvaient le payer. Donc tout ça, ça le fait kiffer, Jimmer Fredette. La Chine, on sent qu'il en a un petit peu fait le tour de ce championnat, qu'il a déjà largement fait ses preuves, mais pour l'instant ça lui permet de remplir le frigo bien comme il faut, en touchant un gros chèque, ça lui va. Sauf que là on est en 2021, on a un Fredette qui a 32 ans, on sent qu'il a peut-être besoin d'un nouveau défi, parce qu'on a l'impression qu'il s'ennuie un petit peu là-bas, mais surtout, en Chine, à ce moment-là, comme je vous le disais, la saison 2019-2020, quand il était au Pana, c'était la pandémie, et en Chine, vous vous rendez compte que lors de la saison 2020-2021, c'était encore plus compliqué, avec des règles qui étaient encore plus strictes, et je pense certaines craintes du côté de Jimmer Fredette, qui se dit, là ça pue, la Chine ça suffit, je m'en vais de là-bas, donc du coup il va falloir que je trouve d'autres choses. Donc il se lance dans quelque chose qu'il a fait plusieurs fois, qu'on appelle le Basketball Tournament, the Basketball Tournament. C'est quelque chose qui est organisé par ESPN, c'est un tournoi en 5 contre 5, où l'équipe gagnante prend $1 million. Il s'est dit, je vais faire du fric, le Basketball Tournament c'est peut-être un moyen de me remettre en avant aux États-Unis sur ESPN. Il l'a fait plusieurs fois entre 2018 et 2022, malheureusement là encore une fois il a été fort, jusqu'à avoir la Team Fredette, vous le voyez sur son maillot, il avait quand même la Team Fredette à son nom dans le Basketball Tournament, mais jamais il l'a remporté malgré ses différentes participations. Et de toute façon, tu peux pas te faire une carrière en faisant que le Basketball Tournament. Du coup, il s'est dit, j'ai fait plein de choses, j'ai fait l'Euroleague, en Euroleague ils avaient pas de thunes pour me payer, peut-être qu'il aurait pu revenir dans une autre équipe d'Euroleague, peut-être que d'autres équipes auraient pu être intéressées et auraient pu s'aligner sur ses prétentions salariales, mais ça a pas matché. En tout cas, peut-être qu'il voulait trop, ou peut-être qu'il voulait autre chose. Donc il s'est encore lancé dans un nouveau projet, le basket en 3 contre 3. Donc en 2022, il s'y met officiellement, et son objectif, il est clair, c'est un rêve de gosse, il veut participer aux Jeux Olympiques, donc il s'y met en 2022, et son objectif, c'est de faire partie de l'équipe de 3-3 de Team USA pour les JO de Paris en 2024. Pour ça, il fait plusieurs tournois, ça se passe très très bien pour lui, il obtient très rapidement une place avec Team USA, et il participe à la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde, c'était récent, c'était l'année dernière, il remporte la médaille d'argent, il a perdu avec son équipe, Team USA a perdu 21-19 face à la Serbie en finale, mais on a un Jimmer Fredette qui a encore été très bon, par exemple sur le match de finale, sur les 21 points il en a marqué 10, et il a même été élu dans la meilleure équipe de la compétition, ce qui montre que encore une fois, Jimmer Fredette c'est un joueur qui a du basket, et que encore une fois, partout dans tous les championnats qui s'appellent pas NBA, le mec il assure, que ce soit en 5-5 ou en 3-3, il est très bon, et en 3-3 il est en train de montrer de très bonnes choses, dans Team USA, on le voit, c'est clairement la sensation de l'équipe, il est scruté, il se régale, la Jimmer Mania elle est un petit peu de retour, mais du côté du basket en 3-3, et pas en 5-5, lui il dit qu'il a tout appris un petit peu dans la rue, parce que pendant longtemps il a joué sur les playgrounds, c'est quelque chose qu'il kiffait, et ça lui sert vraiment aujourd'hui sur le 3-3, et là clairement c'est lui la star de Team USA pour cette compétition de 3 contre 3 qui va avoir lieu à Paris. Il est très 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 attendu et c'est kiffant parce que autant jusque là on a parlé de joueurs qui ont plutôt échoué et là on a un Jimmer Fredette qui oui a échoué en NBA mais qui a réussi partout ailleurs et qui est en train d'accomplir, en tout cas qui est sur la bonne voie pour accomplir l'un de ses rêves, participer aux Jeux Olympiques. Donc maintenant, est-ce que lui avait un blocage avec la NBA? Est-ce que c'est la NBA qui avait un blocage avec lui? Son jeu, son manque de taille, son absence de défense et son côté trop unidimensionnel? Peut-être les deux. Lui, quand il reparle de son expérience NBA, il dit que quand il est arrivé, il avait sûrement pas assez confiance en lui, il osait pas prendre tous les shoots qu'il prenait, il était un petit peu impressionné par la NBA en fait, et alors que lui, qui a peur de rien d'habitude dans tous les autres championnats, là, la NBA c'était peut-être un truc trop gros pour lui, et il s'y est pas retrouvé, ça lui a joué des tours, mais voilà, c'est bizarre quand même de se dire ça, parce que partout ailleurs, il avait peur de rien, et le contraste est complètement saisissant quand on voit les performances qu'il avait en NBA et les performances qu'il avait dans les autres ligues. Donc aujourd'hui, ça reste un joueur qui a 34 ans, qui est sur sa fin de carrière, qui a vécu pas mal de remous dans sa vie de basketteur. Par contre, ce que je trouve vraiment appréciable, c'est qu'il a toujours réussi à rebondir, il a toujours montré qu'il avait les qualités pour réussir ailleurs, et finalement, il est en train de marquer le basket différemment de ce qui était attendu à la base, et peut-être qu'il pourrait même finir avec une médaille d'or autour du cou après
après les Olympiques de Paris, et finalement, malgré ses difficultés dans la Grande Ligue, je pense que s'il y arrive, Timur Fredette pourra être fier d'avoir réussi une très belle carrière dans le basket pro, quoi. Prochain joueur, Michael Kidd Gilchrist, pardon, j'ai déjà du mal à prononcer son nom, Michael Kidd Gilchrist, MKG, on va l'appeler, MKG. Donc Michael Kidd Gilchrist, là j'ai mis une photo où il a le maillot de Dallas, mais vraiment on l'a beaucoup plus connu avec le maillot de Charlotte, où il a passé l'essentiel de sa carrière, parce que Dallas, il y a passé que 13 matchs au final, mais c'était une photo récente et de belle qualité qui représente pas forcément la carrière de MKG, mais qui finalement illustre bien ce live. Bref, on s'en fout, on va pas parler de la photo, même si c'est vrai qu'on le connaît mieux sous le maillot des Hornets. Michael Kidd Gilchrist, c'était le 2e choix de la draft en 2012. 2e choix de la draft. Je le répète, ça veut dire que lui aussi a été drafté très haut, le joueur le plus haut drafté de ce live après Anthony Bennett. Lui, il sortait de Kentucky, il venait de gagner le titre en NCAA, il avait joué un gros rôle, il était très attendu en NBA parce qu'il avait d'énormes qualités athlétiques et un vrai potentiel de two-way player. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui s'imaginaient quand il a été drafté en 2012 qu'il deviendrait All-Star, Michael Kidd Gilchrist. Donc comme je disais, il a passé la majeure partie de sa carrière NBA à Charlotte, et là-bas, vu qu'on l'avait drafté en numéro 2, vu que Michael Jordan l'avait drafté en numéro 2, on a essayé de croire en lui, mais jusqu'au bout, et de lui donner un maximum de chance pour voir si un jour il arriverait pas à percer. Et là on l'a vu, il avait quand même une bonne présence défensive, une bonne présence au rebond aussi, et même si l'attaque c'était pas son dada, et c'était pas sa meilleure qualité, au fur et à mesure de sa carrière, il a quand même montré quelques petits progrès offensifs assez ponctuels. Mais malgré ça, c'est ce qu'on a vu à Charlotte, il a jamais percé, ou en tout cas il a jamais vraiment réussi à confirmer sur la durée, malgré des opportunités et des minutes, parce que comme je disais, on a cru en lui du côté de Charlotte, et plus des 3/4 des matchs qu'il a joué dans sa carrière, il les a passés en tant que titulaire. Donc on pourra pas dire que Michael Kidd Gilchrist, il a pas eu l'opportunité de briller en NBA, non pas du tout, l'opportunité, la chance, il l'a eu, il a juste pas su la saisir. Et si ça a pas marché, il faut le dire, une des principales raisons, la plus catastrophique, une des plus catastrophiques en tout cas, c'est son shoot. Regardez les photos que je vous ai mises, sa mécanique est totalement éclatée, il a jamais vraiment réussi à changer sa mécanique de shoot, il a des pourcentages qui sont complètement horribles en carrière, je vous les réafficherai juste après, mais de mémoire, c'est des saisons avec des shoots à 3 points, des saisons à 11% à 3 points, 22% à 3 points, au shoot c'était un petit peu mieux, parce qu'à 2 points il était moins maladroit, mais dès qu'il s'est écarté un peu, ça devenait catastrophique, et le truc c'est que il a subi beaucoup de moqueries, il a eu pas mal de problèmes de confiance, et le fait que son niveau offensif était si difficile, le fait que s'écarter c'était si difficile pour lui, ça a créé de vrais doutes sur sa place en NBA. Donc encore une fois, on est sur un mec qui était un peu une star à la fac, même vraiment une star à la fac, et qui a pas confirmé. Par contre, lui aussi, comme c'est cool, il est arrivé en NBA très tôt. J'ai l'impression qu'il était plutôt mature, il avait la tête sur les épaules, mais il est arrivé à 19 ans seulement. Il avait plutôt bien commencé. Pour un joueur de 19 ans, c'était plutôt bien. Il a fini rookie du mois de novembre en NBA. À la fin de sa saison rookie, il a été élu dans la All Rookie Second Team. Mais le problème, c'est que depuis ces belles stats et ces belles perfs dans la saison rookie, il a jamais vraiment progressé. Et le potentiel All-Star qui devait devenir, il l'a jamais été. Maintenant, il a eu un career high à 25 points. C'est pas trop mal, mais quand tu passes 8 saisons en NBA, c'est pas génial. Et pourtant, ce qu'on se dit, c'est un joueur, quand il a 19-20 ans, s'il a des pourcentages au shoot, c'est ce qu'on disait pour Sekou, qui sont pas bons, tu lui laisses sa chance. Sekou, il a pas eu cette chance, Michael Kidd Gilchrist, il l'a eu, et il a jamais vraiment réussi justement à corriger ses problèmes au shoot et à corriger ses problèmes offensifs. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on a une équipe de Charlotte qui a eu beau lui faire confiance pendant longtemps, pendant 7 ans, mais ils en ont eu complètement marre. Bon, il a connu quelques blessures, on reviendra dessus après, mais ils en ont eu marre, ils se sont rendus compte que la valeur de Michael Kidd Gilchrist, elle était proche de zéro, il était devenu impossible à transférer, et vu que ça devenait un petit peu un boulet pour l'équipe, parce que il n'y avait pas moyen vraiment de l'utiliser sur le terrain, et il n'y avait pas moyen d'en tirer quelque chose sur le marché des transferts, il a fini par être coupé. Donc Dallas ensuite s'est dit, nous on va essayer, on a besoin d'un défenseur, donc Dallas lui a donné une chance lors de la saison 2019-2020, et là pareil, 13 petits matchs joués, une adresse catastrophique, aucun progrès au shoot, il a quand même eu un petit peu de temps de jeu en playoff, en sortie de banc, où on lui a donné des missions défensives, dans lesquelles il était pas mauvais, les missions défensives ça n'a jamais été trop le problème pour Michael Kidd Gilchrist, mais ça n'a pas suffi justement pour continuer avec Dallas. Donc là, l'été est passé, après les quelques matchs de playoff qu'il a joué avec les Mavericks, et pour la saison suivante, on a les Knicks qui lui ont donné un contrat pour le training camp, mais encore une fois, il a été coupé avant le début de la saison, et on l'a pas revu en NBA depuis. Après, il a eu une blessure à ce moment-là, et c'est ce que je disais qu'on allait revenir dessus, et sa carrière à Michael Kidd Gilchrist, ça a été quand même une lutte assez constante avec les blessures, et assez constante avec sa mécanique de shoot qu'il a réessayé de travailler pendant longtemps. Par exemple, entre 2015 et 2017, il semblait sortir vraiment d'une de ses meilleures saisons en carrière,
carrière, mais il a eu une blessure à la jambe, hein, qui l'a pas, je vais regarder un petit peu sur les stats, c'est quoi déjà? La saison 2015-2016, il joue que 7 matchs vraiment en raison de cette blessure à la jambe. Et ça l'a pas aidé. Et pourtant, pendant son absence, il a pas mal travaillé. Il s'est remis de sa blessure à la jambe. Il a essayé de reconstruire sa mécanique de shoot avec Mark Price, hein, pour les anciens, vous vous rappelez, l'un des spécialistes du shoot à 3 points dans les années 90, qui a vraiment essayé de bosser à fond avec lui. Il a changé un petit peu sa mécanique de shoot. Elle était moins tordue que sur les photos que j'ai montrées tout à l'heure, mais il a montré aucun progrès significatif. Et c'est aussi pour ça, je pense, que Charlotte en a eu marre de voir que ce mec, finalement, le niveau qu'il avait en tant que rookie, finalement, était peut-être meilleur que le niveau qu'il avait 5, 6, 7 ans après, donc ça pose question. Donc là, aujourd'hui, on a un Michael Kidd-Gilchrist qui est parvenu en NBA depuis son essai à New York qui n'a pas été concluant, qui est toujours free agent, qui a une petite expérience, et on se dit que, mine de rien, avec cette expérience, avec son vécu qu'il a en NBA, avec ce qu'il a connu, il pourrait peut-être rendre encore des services à des équipes qui seraient peut-être en recherche de défense extérieure, et même en recherche de polyvalence défensive, parce qu'il peut même défendre sur des postes 4, Kidd-Gilchrist, et ça pourrait potentiellement renforcer le banc d'un contender qui manque de défense. Mais pourtant, on voit que non, il a plus de contrat, parce que peu à peu, là ça y est, il est trentenaire, il sort de son prime, et j'ai l'impression que la fenêtre NBA s'est vraiment refermée pour lui aujourd'hui, comme pas mal de joueurs qu'on a évoqué aujourd'hui. En fait, ce qui se passe, c'est que lui, comme les autres, il a pas atteint le potentiel qui lui était promis, et malgré la patience de Charlotte, au bout d'un moment, ça a rien donné finalement. Mais en fait, ce que j'ai découvert en faisant des recherches sur lui et que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, ok, il avait pas de shoot, ça a pas fonctionné, il a été blessé et c'est pour ça que ça a pas fonctionné. Mais en fait, cette histoire, elle est un petit peu inconnue et je crois qu'elle rajoute quelque chose et qui peut expliquer l'une des causes, une des raisons pour lesquelles ça a pas fonctionné, c'est que depuis tout petit, il faut savoir que Michael Kidd-Gilchrist est bègue et il est très 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 bègue, un bégaiement qui l'a handicapé pendant très longtemps et sur lequel il a dû énormément travailler, mais sur lequel, il a fait quelques progrès, hein, et dans des interviews, ça se voyait. Alors, il parlait peu, et ça se voyait qu'il se concentrait, et qu'il arrivait à parler à peu près normalement, mais il a développé une vraie anxiété pour la communication, notamment avec ses coachs, avec ses coéquipiers, enfin, dans la vie sociale, hein, en dehors du basket, c'est quelque chose qui le handicapait vraiment, et qui lui a mis vraiment une espèce d'anxiété et de peur panique complète des médias. Donc, son jeu convainquait pas, donc, son shoot non plus, mais du coup, ce bégaiement qui faisait qu'il avait une attitude assez timide, assez renfermée, j'ai l'impression que ça l'a peut-être aussi handicapé, cette anxiété, ça l'a pas aidé pour trouver des contrats. Donc beaucoup de physique et mentaux, si on peut dire que le bégaiement c'est un souci mental, même si je pense que oui, je suis pas un spécialiste, mais en tout cas je pense que ça l'a pas aidé, le fait de pas trop pouvoir aller vers les gens, de pas trop pouvoir leur parler, de pas trop pouvoir parler aux médias, de pas trop pouvoir s'exprimer aussi, mais ça a pas dû l'aider. Et le truc c'est que on voit, hein, les blessures, le bégaiement, la mécanique de shoot complètement pétée, on a un joueur qui a vécu des choses, et le truc c'est que depuis toutes ces histoires et depuis qu'il a été coupé par les Knicks, ça se calme pas. Parce que là, aux dernières nouvelles, l'idée c'est de vous dire ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, on a un Michael Kidd-Gilchrist qui est en plein procès. Parce que s'il n'a pas retrouvé de contrat depuis le Covid, c'est qu'il a chopé 2 fois le Covid, et depuis, il a développé une maladie cardiaque qui vraiment apparemment serait due au Covid, et là, il est en procès avec son assurance qui refuserait de lui donner des indemnités. Bon, après, il faut savoir qu'il demande quand même 40 millions de dollars, parce que c'est encore en jugement, on connaît pas encore le résultat, on sait pas ce qui va se passer, mais ça donne l'impression qu'il est pas du tout prêt à rejouer au basket, parce que lui, ce qu'il explique, et c'est pour ça qu'il demande les 40 millions de dollars, c'est qu'apparemment cette maladie cardiaque qu'il a développée en raison du Covid lui provoquerait une invalidité totale pour le sport. Donc je suis pas sûr et je pense pas malheureusement qu'on revoit un jour Michael Kidd-Gilchrist sur un terrain de basket. Donc est-ce que sa carrière est terminée? Sûrement, c'est triste, parce que vraiment il avait des qualités, on s'en rappelle au moment de sa draft, et s'il a été drafté en numéro 2, c'est pas pour rien. Donc voilà, Michael Kidd-Gilchrist, je pense qu'il va falloir l'oublier aujourd'hui, on va voir ce que ça donne son procès, est-ce qu'il va choper ses 40 millions ou pas? Je pense pas qu'on le revoit avec un maillot de basket. Donc ce qu'on retiendra, c'est le titre NCAA qu'il avait remporté avec Kentucky, où il a eu un gros rôle, ça lui a permis d'être drafté en numéro 2 à l'époque. On retiendra que la NBA a été bien plus compliquée ensuite, en raison de toutes les raisons qu'on a évoquées, hein, le shoot, les difficultés physiques et mentales, mais voilà, quoi qu'il en soit, une star universitaire, encore une fois, qui finalement, pour des raisons X ou Y, n'a pas réussi à percer en NBA, et qui aujourd'hui, à 30 ans seulement, se retrouve loin des terrains, et semble pas prêt du tout à retrouver la Grande Ligue.
Allez, pour le 5e joueur aujourd'hui, l'avant-dernier que je vous présente, c'est un joueur qui est bien moins connu et qui était bien moins attendu que les autres, mais j'ai trouvé que son histoire, elle était intéressante à raconter, c'est mon petit Joker et j'avais envie de parler de lui, et je pense que Zhaire Smith, il a une histoire qui mérite d'être racontée parce que il a, lui aussi, il a connu des aléas et des remous dans son début de carrière qui méritent d'être mis en avant aujourd'hui dans un sujet comme celui-là. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de sa draft, Michael Kidd-Gilchrist, non, on est sur Zhaire Smith maintenant, il a été sélectionné par les Suns avec le choix 16, et directement, et on le connaît surtout pour ça, il a été échangé contre Michael Bridges. Donc Zhaire Smith est arrivé aux Sixers, Michael Bridges est arrivé aux Suns. Je pense que du côté de Phoenix, on s'en est frotté les mains, et du côté des Sixers, on s'en est bien mordu les doigts, parce que quand on regarde les stats de Zhaire Smith, on se rend compte qu'il a rien apporté aux Sixers, ou pas loin. Il a joué que 13 petits matchs en carrière, à cheval sur 2 saisons, la saison 2018-2019 et la saison 2019-2020, et depuis, il a plus jamais rejoué un match officiel en NBA. Et quand on compare les 13 petits matchs joués en 2 saisons de Zhaire Smith et Michael Bridges, qui lui est un Ironman qui n'a jamais manqué un seul match en NBA, on se dit que non, il n'y a aucune comparaison possible. Pourtant, Zhaire Smith, il partait, s'il a été drafté et si justement les Sixers ont cru en lui pour l'échanger contre Michael Bridges le soir de la draft, alors que Michael Bridges était ravi d'aller à Philadelphie parce qu'il est né là-bas et que même sa mère était une employée des Sixers. Bref, ça c'est encore une autre histoire qu'il faudrait raconter, mais Philadelphie a quand même osé envoyer Michael Bridges ailleurs malgré toutes ces conditions pour avoir Zhaire Smith, c'est que c'était quand même un bon joueur. Il avait vraiment une bonne réputation de joueur. Déjà au lycée, il avait remporté tout plein de distinctions individuelles et une vraie réputation de défenseur en NCAA du côté de Texas Tech. C'était un joueur complet qui était capable de remplir toutes les lignes de stats et qui surtout était un lockdown. Il y avait des comparaisons avec Kawhi Leonard et lui, de toute façon, on le cachait pas, à la fac, il portait le numéro 2 comme Kawhi Leonard, tout simplement parce que Kawhi Leonard, c'était son joueur préféré. Donc voilà, il se fait drafter par les Suns, il est échangé par les Sixers, et il arrive à Philadelphie, et dès le début du training camp, il se blesse au pied, il subit une opération, et déjà ça complique son début de carrière. Là, il suit sa rééducation normalement, il se passe 1 mois depuis sa blessure et son opération, sauf que là, il va manger un poulet thaï, et il fait une grosse réaction allergique à cause du sésame qui était présent dans le poulet thaï. Donc il explique qu'il savait qu'il était allergique aux fruits à coque, et notamment aux noix, ça lui était déjà arrivé plus jeune, mais jamais il avait eu à y faire trop gaffe, parce que ses réactions étaient plutôt bénignes, elles étaient pas importante, quoi. Mais là, à cause de ce poulet thaï, à cause du sésame, ça a été complètement catastrophique pour Zhaire Smith. Et ça, c'est quand même une histoire, c'est pour ça que je voulais la raconter, c'est assez lunaire. En fait, tout son corps a complètement enflé, il a eu des boutons qui ont commencé à pousser partout. Non, vraiment une espèce de réaction allergique complètement lunaire. Il a dû subir plusieurs interventions médicales après cette réaction, il a carrément frôlé la mort, il a passé 1 mois et demi à l'hôpital, il a perdu quasiment 30 kilos parce qu'il était alimenté avec une sonde, il pouvait plus s'alimenter, et là, on l'imagine, quand tu fais ça, et quand il t'arrive ça, alors que c'est le tout début de ta carrière NBA, à ce moment-là, il avait pas joué un seul match, mais ça te dévaste. Et Zhaire Smith, il l'a dit plus tard dans des interviews, il était complètement dévasté physiquement, mais aussi mentalement. Il a eu beaucoup de mal à se remettre de cette mésaventure, et encore mésaventure, le mot est faible, et le processus a été très long. Heureusement, quand ça a commencé à aller mieux, il arrive, quand son pied allait mieux, et qu'il avait repris un petit peu de forme physique, en tout cas suffisamment pour marcher et courir, il a fait ses débuts en G-League. Mais là, ça s'est vu, même en G-League, il était pas au niveau, il était hors de forme, il a fait tout ce qu'il pouvait pour revenir, il continuait à s'entraîner avec les Sixers, il explique qu'il allait au centre d'entraînement à 4h du matin, ou alors très tard le soir dans la nuit, pour pas que ses coéquipiers voient à quel point il était affaibli, parce qu'il avait honte de montrer son corps tout maigre avec moins 30 kilos, et on le comprend, il avait peur que justement plus personne lui fasse confiance quand il voyait son état de santé, donc il s'entraînait en cachette dans les installations des Sixers, où justement il voulait qu'il n'y ait pas d'entraîneur, pas de coéquipier, lui venait avec son beau-père qui venait prendre les rebonds pendant qu'il shootait, et qu'il essayait de se remettre bien. Non, vraiment compliqué. Mais au moins il a bossé fort, c'est un mec qui apparemment a toujours eu une grosse éthique de travail, et qui a toujours cru à son destin, et ça a porté ses fruits. Enfin, il a réussi à se remettre au moins un minimum, en tout cas suffisamment pour pouvoir jouer en NBA, pour convaincre les Sixers, et en mars 2019, au moment de la fin de la saison, plus d'1 an et demi après sa draft, il a eu un petit peu de temps de jeu. Maintenant, il a eu du mal à faire quelque chose avec ce temps de jeu, il a eu du mal à faire ses preuves et à tenir sa cadence, il avait surtout du temps dans le garbage time, et on continuait à le faire jouer en G-League en parallèle.
Il a eu, ça c'est aussi important aussi à dire, c'était quand même un shooter qui était pas mauvais à la fac, mais avec toutes les histoires qu'il a eues, il faut se rendre compte qu'il a perdu aussi énormément en force quand il a perdu du poids, et il a dû retravailler tout son shoot et toute sa mécanique, parce qu'avec sa condition, il se rendait compte qu'il avait plus justement assez de puissance pour marquer des shoots avec régularité à longue distance. Et tout ça, ça a fait qu'on s'en est rendu compte. Ok, il avait bossé dur, ok, il avait fait tout ce qu'il pouvait faire pour se remettre et essayer d'avoir une opportunité en NBA, sauf que les Sixers l'ont vu à l'entraînement, et même dans les quelques minutes qu'il a eu en match, il n'en a pas joué beaucoup, comme je disais, 13 matchs, 11 minutes de temps de jeu moyen, c'est pas beaucoup, mais il avait toujours pas la condition physique qui était nécessaire quand t'es un sportif de haut niveau, et il avait encore beaucoup de choses à développer, donc les Sixers se sont rendus compte que ce serait, en tout cas dans l'état dans lequel il était, il serait un petit peu inutile, ils l'ont échangé aux Pistons en novembre 2020, c'était pour récupérer Tony Bradley à la place, et par Détroit, il a été coupé dans la foulée. Après on a les Grizzlies qui ont essayé un petit peu plus tard de lui donner une chance en l'invitant au training camp, mais là les tests physiques encore une fois, il était pas, j'imagine même pas quand tu perds 30 kilos à quel point ça doit être dur de revenir à fond, mais les tests physiques ont pas été concluants du côté de Memphis, il avait toujours pas la santé suffisante pour percer, et encore une fois il a pas pu jouer de match officiel du côté de Memphis, donc depuis c'est compliqué pour lui, il continue à bosser très très dur, il continue à bosser dans son coin notamment pour revenir au top, plusieurs heures par jour à la salle vraiment, et franchement il s'arrête pas, il y est tous les jours, il expliquait que c'était difficile mentalement parce que sa famille s'inquiète de son état de santé, il a connu aussi des problèmes de couple avec sa compagne parce que justement il passait beaucoup trop de temps à la salle et il délaissait un petit peu sa famille, trop de focus sur le basket dans une espèce de mission qui paraît quand même un petit peu inaccessible pour lui, mais c'est quand même respectable, c'est quand même un joueur qui veut pas lâcher son ambition, qui a traversé des choses très très difficiles, et à force de s'accrocher, à force d'en vouloir, il a réussi enfin à se remettre du mieux possible, et ça c'est une bonne chose, parce que là, au début de la saison 2023-2024, c'est cool, il a pu avoir un contrat avec les Cavs pour le training camp, un contrat Exhibit 10, donc il a pas été gardé encore une fois, il a pas été conservé, mais pour une fois, au moins, ça semblait pas être en raison de ses soucis de santé, de son manque de conditions physiques et de son manque de forme, non, juste que, sur son poste, le poste 2-3, il y avait trop de monde dans la rotation de Cleveland, une équipe de Cleveland qui n'avait pas forcément besoin de lui, mais ça reste plutôt positif de se dire, ok, il a fait au moins un training camp avec une équipe NBA, et voilà, il rêve toujours de vraiment essayer de faire quelque chose en NBA, il continue à tout faire pour y arriver, il dit qu'il continuera à tout faire pour y arriver, il lâchera rien, et franchement, au vu de tout ce qu'il a traversé, c'est tout ce que je lui souhaite, j'aimerais qu'il fasse ne serait-ce qu'une saison complète en NBA, ce serait déjà énorme pour Zhaire Smith, et j'adorerais qu'il le fasse. Aujourd'hui, en tout cas, toutes ces histoires d'allergie, ça semble derrière lui, maintenant il va falloir qu'il fasse attention à plus trop manger de poulet taille et plus manger de sésame, mais en tout cas au moins ça y est, il semble être remis physiquement, toutes ces histoires c'est du passé, et rien que ça, moi ça me satisfait, je me dis que c'est une bonne chose, il se donne les moyens de réussir, il a 24 ans seulement, c'est pas foutu pour lui, mais ce sera pas simple, et s'il continue à bosser comme ça, j'espère, comme je disais, qu'il pourra avoir une chance en NBA avec cette sombre histoire qu'il a connue juste après sa draft, et pour laquelle il lui a fallu très 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 longtemps pour se remettre. Je finis avec Royce White, et lui vraiment je voulais absolument en parler tellement c'est dingue la vie qu'il est en train de vivre, et c'est dingue son mental on va dire, qui est très 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 particulier à Royce White. Donc on va parler de son début de carrière un petit peu, et de ce qui s'est passé. Bon, regardez ses stats, il y a beaucoup de zéros, on va en parler, 3 minutes de temps de jeu, et que du zéro partout. Bon bref, peu importe, on va expliquer pourquoi. Ce qui se passe quand même avec Royce White, c'est que au lycée, c'était un joueur qui était très 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 prometteur, et il y avait déjà de grosses attentes sur lui à la fac. Donc très vite, il reçoit une bourse dans l'université de Minnesota, et là, même si tout le monde sait que c'est un bon basketteur, vu toutes les distinctions individuelles qu'il avait remportées en high school, il commence à faire parler de lui, et pas en bien. Déjà, il est accusé de vol de vêtements dans un centre commercial, c'est même pas accusé, c'est avéré. En plus de ça, il a agressé, et apparemment pas qu'un peu, l'agent de sécurité. À côté de ça, il est aussi accusé d'avoir volé des ordinateurs sur le campus de son université, c'est pas malin. Là, en gros, de ce que j'ai compris, tout le monde savait que c'était Royce White, et c'était difficile à démentir, sauf qu'il n'y avait pas assez de preuves qui pouvaient le condamner et être totalement certain à 100% que c'était lui. N'empêche qu'il y avait des témoins qui étaient totalement persuadés que c'était lui. Enfin bref, un Royce White qui, dès qu'il arrive à la fac, fait n'importe quoi, et résultat, évidemment, il est suspendu, et directement, pour l'année suivante, il est envoyé ailleurs, du côté d'Iowa State. On veut plus de lui à la fac de Minnesota, malgré tout le talent de basketteur qu'il a, vu qu'au final, il aura joué qu'un seul petit match avec la fac de Minnesota. Donc là, il arrive à Iowa State, c'est difficile à dire, et il essaie de se refaire une image. Son but, c'est de ne plus faire parler
de lui que sur le terrain, et c'est plutôt positif. Il y arrive, il joue bien au basket, il fait ses preuves à Iowa State, il fait ses stats, il fait un petit peu ce qui était attendu de lui quand il était au lycée. Sauf qu'en parallèle, il développe un trouble complètement anxieux, un truc qu'on a déjà vu dans le foot, hein. Comment il s'appelait ce joueur? C'était Dennis Bergkamp, je crois, bref, ça date, qui jouait un Hollandais, il me semble que c'était lui. Bref, en tout cas, la même chose, Royce White, il développe une peur panique de prendre l'avion. Il ne veut pas prendre l'avion, il a complètement peur vraiment de voler, il ne supporte pas de rentrer dans les avions, et même s'il l'a déjà pris de temps en temps à la fac, c'est très dur pour lui. Et quand on sait ça, mais aussi ses antécédents avec la justice et ce qu'il avait fait avec la fac de Minnesota, on se dit que ça va être difficile pour lui d'être drafté. Et on peut comprendre, parce que ce mental et cette personnalité, on se dit que c'est quand même une personnalité à risque. Mais quand même, lors de la draft de 2012, on a les Rockets qui le sélectionnent avec le choix numéro 16. Là, c'est un vrai pari, c'est un petit peu un choix mystère, parce que ok, c'est un très bon basketteur qui est complet, qui peut faire plein de choses sur un terrain, qui est un vrai attaquant, mais qui a un mental qui est beaucoup trop intriguant pour être persuadé et pour avoir des certitudes sur ce qu'il pourra apporter en NBA. N'empêche que, là, il est arrivé du côté de Houston, enfin, il est arrivé au draft combine, et là, il a impressionné du monde, hein. Ses mensurations, elles étaient super intrigantes, en tout cas super intéressantes, il a des mains super grandes, et les tests qu'il a fait lors du combine étaient très enthousiasmants. Du coup, à Houston, on se dit, ben voilà, ok, il a cette personnalité qui est difficile à gérer, mais vu toutes les qualités de basket qu'il a, le potentiel, le physique qu'il a et les qualités athlétiques qu'il a, il y a peut-être moyen de tenter le coup. Et puis même les stats qu'il avait à la fac du côté d'Iowa State, ça rendait enthousiaste cette équipe des Rockets. Du coup, Houston le draft, et là très vite ils discutent ensemble. Il va falloir trouver une solution pour l'avion. Et là il y a une entente qui est trouvée. On a un Royce White qui va prendre le bus pour faire les déplacements, tout le monde est ok, pendant que toute l'équipe voyagera en avion. Ça fait des très longs trajets en bus, hein. Faut s'en rendre compte, mais lui il est ok pour le faire, Houston est ok pour ça, et on se dit que peut-être que avec cette solution-là, Royce White pourra se faire une carrière en NBA. Comme je disais, il avait déjà pris l'avion, hein, à la fac, mais pour prendre l'avion, il était obligé de prendre du Xanax et différents anxiolytiques. Mais là, Royce White, il a dit directement aux Rockets, non, moi ça suffit, je refuse de continuer à prendre ces médocs, parce que non seulement, je le voyais à chaque fois que je sortais de l'avion, ok, ça se passe pas trop mal, et encore, apparemment c'était quand même difficile malgré les anxiolytiques, mais surtout quand il arrivait pour jouer les matchs, mais il avait pas la même énergie, les médocs ça le shootait, et il pouvait pas jouer avec la même intensité, ça le frustrait, il voulait plus en prendre, et en plus il expliquait que là, maintenant il arrivait en NBA, il allait avoir beaucoup plus de déplacements, et il a vu avec ses médecins, c'était quand même déconseillé de prendre des doses suffisantes d'anxiolytiques pour continuer à vivre une vie saine, et pour pas devenir accro. Donc voilà pourquoi la solution du bus est trouvée, et finalement ça semble correspondre à tout le monde, même si on a un Royce White qui finalement s'apprêtait à passer beaucoup de temps sur la route. Sauf que est-ce qu'il avait vraiment envie de passer autant de temps sur la route? Ben on sait pas trop, parce que juste après cet accord avec Houston, on a un Royce White qui disparaît complètement du camp d'entraînement des Rockets. Il se montre pas, il se pointe pas à l'entraînement, et on lui diagnostique des soucis mentaux. Alors après, hein, quand Houston le cherchait partout, il est revenu en disant, ben oui, j'ai vu le médecin, on m'a diagnostiqué des troubles de la personnalité, et c'est pour ça que j'étais pas là. Et donc là, Houston, on dit, ok, ça passe pour cette fois-ci, mais pour l'instant, il va falloir que, avant d'intégrer notre équipe, il va falloir que tu fasses peut-être tes preuves en G-League pour nous montrer que tu sais un petit peu jouer au basket. Le problème, c'est qu'il refuse. Il dit, bah non, moi je joue pas en G-League, je suis un bon joueur de basket, je veux jouer en NBA. Il y a les Rockets qui lui mettent la pression en lui disant, attends garçon, tu prends pas l'avion, t'as quand même des antécédents qui vont pas dans ton sens, nous, ok, t'as fait des bons trucs au combine, mais on veut te voir jouer au basket, donc avant de jouer en NBA, tu vas jouer en G-League. Donc il accepte finalement, il fait des bons passages, il fait de bonnes stats, mais malgré ça, malgré quelques matchs où il est bon, mais lui il explique que non, les médecins disait que pour lui c'était pas bon de jouer en G-League parce que c'était en dessous de son niveau et qu'il méritait plus, et que son état de santé de toute façon et ses troubles de la personnalité faisaient que c'était mauvais pour lui de jouer en G-League et pas en NBA. Donc là les Rockets ils se disent, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Non, ça suffit, tu continues à jouer en G-League et tu fais tes preuves. Bon, résultat, Royce White, il y a 3 matchs en G-League où il se pointe pas alors qu'il était attendu, il finit par revenir jouer en G-League, et on se rend compte que finalement Royce White, peut-être que ses maladies l'aident pas, hein, et que ça doit jouer un rôle énorme, mais ça devient complètement ingérable pour cette équipe NBA de voir ce joueur qui, on a l'impression qu'il fait juste ce qu'il veut quand il veut, et même pour certains, moi je suis pas médecin et je veux pas juger ça, mais en tout cas c'est ce que j'ai lu, pour certains, il jouerait beaucoup de ses troubles psychiatriques pour faire vraiment ce qu'il veut quand il veut et faire ce qu'il avait envie. Donc du coup à Houston on a dit stop, ça suffit, on arrête le massacre.
Royce White, tu t'en vas, on te transfère aux Sixers. Les Sixers, de leur côté, eux, ils sont en plein tanking, on n'essaye pas de gagner des matchs là-bas, on se dit qu'on va essayer de tester un maximum de jeunes prometteurs, quel que soit leur état de santé. Bah, de toute façon, vu que les Sixers étaient pas ambitieux à l'époque, ils se disent pourquoi pas tester Royce White, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, pourquoi pas. Et en plus de ça, alors qu'il a toujours pas joué en NBA, il faut se rendre compte, il a toujours pas joué un seul match officiel en NBA. Là, la photo avec le maillot des Rockets, c'était un match de pré-saison. Donc là, ouais, il arrive à Philadelphie, et dans son discours, c'est bien, il est presque méconnaissable, et Philadelphie, ils se disent, non, mais franchement, il a un bon caractère, on n'avait pas entendu ça du côté de Houston, parce que là, ouais, il a de bonnes intentions, il dit même qu'il est ok pour prendre l'avion, quitte à reprendre des anxiolytiques, il dit même que les Sixers, à cette époque, ils jouaient un match en Espagne, à Bilbao, en pré-saison, Royce White, il dit qu'il est ok pour y aller, qu'il se ferait encadrer par les docteurs, qui donnent leur accord, et tout ça, enfin, voilà, ça semble enfin repartir, il semble enfin se remettre sur les bons rails, Royce White. Mais finalement, au dernier moment, il refuse de partir en Espagne, il refuse de prendre l'avion. Je pense que la peur et la maladie mentale a repris le dessus, et là les Sixers se rendent compte que non, s'il y a un joueur qui ne veut pas prendre l'avion, qui ne fait pas les déplacements avec eux, ce sera ingérable, surtout qu'apparemment l'idée du bus elle avait complètement disparu à cette époque-là, ça ne marchera pas. Du coup, Royce White est coupé avant même le début de la saison, et malgré tout son potentiel, il avait toujours pas joué un seul match en NBA. Mais enfin, on a une équipe, les Sacramento Kings, et on voit sur la photo où il est à Sacramento, Royce White il a quand même pas l'air d'être dans la forme de sa vie, il a pris beaucoup de poids. N'empêche que les Kings, il lui offre quand même un contrat de 10 jours. Il commence en G-League, il accepte d'y aller, encore une fois il a de bonnes intentions, ça se passe bien en G-League, à tel point que enfin on lui donne une chance en NBA. Sauf que là, regardez ses stats, c'est ce que je vous disais, enfin en tout cas elles sont plus affichées, mais je vous les ai montrées tout à l'heure, il fait pas grand chose, il est pas en forme, de toute façon ça se voit, je pense qu'il a pas beaucoup travaillé son basket, entre le moment où il a été coupé par les Sixers et le moment où il a signé ce petit contrat avec Sacramento, et dès qu'il rentre sur le terrain, il fait n'importe quoi, il fait beaucoup de fautes très vite, ce qui fait qu'il a pas beaucoup de temps de jeu, il joue que 3 petits matchs, et au final, dans ces 3 petits matchs, au total, il met aucun point, il prend aucun rebond, il fait aucune passe, il fait aucune interception, et il fait aucun contre. Donc là, Sacramento, ils se disent, ok, Royce White, il nous apportera rien, on va le couper, et Royce White, à partir de ce moment-là, on en entendra plus jamais parler en NBA, et c'est quand même dommage quand on voit son potentiel qu'il avait à la fac, mais voilà, son instabilité mentale était beaucoup trop problématique pour qu'il puisse jouer en NBA. Du coup, est-ce qu'il va abandonner le basket? Non, il se dit, il y a d'autres championnats. Et dans les championnats qui sont pas loin, où je peux aller, j'allais dire à pied, mais non, en véhicule qui roule, il y a le Canada. Donc en 2016, on a un Royce White qui décide de signer au Canada. Et là, vraiment, il montre que le talent basket qu'il avait à la fac à Iowa State, il est réel. Donc, ok, le Canada, c'est pas la meilleure ligue du monde, mais là-bas, dès sa première saison, il finit MVP, il finit leader de la saison au triple-double, il fait des stats qui sont complètement hallucinantes, en tout cas qui sont très bonnes, et le jour du titre, le jour de la finale, quand il remporte le titre sur le match décisif, on a un White qui fait une performance énorme avec 34 points, 15 rebonds et 9 passes. Donc ça c'est cool, il fait ses déplacements en bus à nouveau, dans le championnat canadien qui a un rythme beaucoup moins effréné que celui de la NBA, c'est possible, il prouve ses qualités, il enchaîne même avec une deuxième saison en Canada pour bien asseoir sa place, et là il est toujours performant, et c'est très bien, là on commence à se dire, pourquoi pas essayer de le revoir en NBA, ou en tout cas, si maintenant il se met dans les bonnes dispositions et qu'il arrive à jouer à ce niveau-là de basket, ok, les GM NBA avaient la preuve que c'était un joueur de basket, ok, on va le prendre. Sauf que là, encore une fois, au milieu de la saison, il se dispute avec un arbitre, il l'insulte dans tous les sens, il se bouscule un petit peu, on le sait évidemment, et tant mieux dans le basket, tu n'as pas le droit de toucher les arbitres, il est suspendu pendant 11 matchs, et là, ça l'énerve, cette histoire avec les arbitres, ça l'a saoulé, il revient sans aucune envie, il est quand même élu dans le meilleur 5 de la saison du championnat canadien, mais son équipe ne veut plus de lui parce qu'il est trop ingérable et trop imprévisible. Et là on se dit, si même dans le basket canadien, où le mec qui défonce tout, où il était MVP la saison précédente, on veut plus de lui et on le coupe, c'est peut-être que, même en NBA ou n'importe où ailleurs, ça va être compliqué le basket pour Royce White. Et pourtant, lui, il a quand même des pistes pour aller signer en Italie. Donc il prend l'avion, il est encore sous Xanax, et là on l'attend en Italie parce qu'il doit signer un contrat. Sauf que, encore une fois, on a un Royce White qui est pas là, qui est aux abonnés absents, qui se présente pas au training camp, et là pour lui, c'est la fin, on s'en rend compte, on peut pas compter sur lui, la maladie mentale est trop présente, et donc ouais, c'est la fin du basket en 5 contre 5 pour Royce White, mais si je dis que c'est la fin du basket en 5 contre 5, c'est parce que il se tourne vers le Big 3, la ligue Big 3, la ligue qui a été créée
créé par Ice Cube en 3 contre 3 aux États-Unis, qui a pas forcément un très haut niveau, mais on connaît, qui fait le spectacle, qui a même des spots où tu peux shooter à 4 points, et qui a l'habitude de faire revenir d'anciennes stars en NBA, ou des joueurs qui ont encore du talent, et voilà, qui peuvent jouer en 3 contre 3, et faire encore un petit peu parler d'eux. Là, il arrive dans la Ligue Big 3, le Royce White, et dès son premier match, il se bastonne avec Josh Smith, il est exclu, et on se rend compte à quel point il est toujours ingérable, mais bon, dans la Big 3 de Ice Cube, tout ça, on s'en fout, il reste dans la ligue, d'ailleurs, il y joue encore à l'heure actuelle, sauf que si ça s'arrêtait là, ce serait quand même vachement moins intéressant. Ok, Royce White, il a connu ce qu'il a connu, il joue en Big 3, sauf qu'en parallèle, il a d'autres activités qui sont plutôt cool. Et là, je vais vous montrer quelques photos, parce que Royce White, il faut le savoir, c'est un passionné de MMA. Il a même écrit un bouquin là, juste après son passage à Sacramento, où il critiquait le système sportif américain, parce qu'il expliquait que justement dans le sport américain, il n'y avait pas assez d'aide pour les personnes en difficulté psychologique ou psychiatrique, ou qui étaient fragiles de ce côté-là. Il expliquait comment les arts martiaux lui permettaient de mieux se retrouver là-dedans, et que comment les arts martiaux justement lui permettaient, malgré ses difficultés mentales, d'avoir une place et de se sentir exister. Donc il s'entraîne fort. C'est sa passion. Il s'entraîne très fort pendant plus d'1 an pour le MMA. Une pratique qui est quotidienne, jusqu'à enfin pouvoir avoir un combat officiel contre le Daquan Buckley, que je ne connais absolument pas. Je suis pas assez spécialiste de MMA pour savoir ce que c'était fait. La ligue LFA en MMA, je la connaissais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un poids lourd. Et ce combat, il est pas mauvais. C'est un combat en 3 rounds. Il va jusqu'au bout. Sauf que là, à ce moment-là, les juges décident de faire gagner Daquan Buckley et pas Royce White. Et vous irez voir, il y a les images sur YouTube. La décision, elle est unanime pour Buckley. Et clairement, on a un Royce White qui s'est fait dominer. Et clairement, Buckley méritait sa victoire. Sauf que Royce White, ça le saoule, il arrête complètement le MMA en disant que non, les juges avaient fait une erreur, et que si c'était ça, ça suffisait, le MMA ne le reverrait plus, donc un combat et ça suffit, une défaite et ça suffit, donc ça ne lui va pas, et Royce White décide encore de donner un nouveau tournant, et en tout cas d'ajouter quelque chose à sa carrière professionnelle suite aux incidents qu'on a connus aux États-Unis, Black Lives Matter et tout ce qui s'est passé avec George Floyd. Ça l'a choqué, donc lui décide de se lancer dans la politique. Oui, c'était pas prévu, mais il se décide de se lancer dans la politique. Là, il se sert de la Ligue Big 3 justement pour essayer de mettre en avant des messages, pour écrire des messages comme on le voit sur la photo, sur son crâne, pour exprimer ses opinions, et des opinions qui étaient pas toujours politiquement correctes. Et pour un mec qui se lance dans la politique, c'est un peu le comble. Donc ouais, ces messages, ça peut aller du génocide des Ouïghours, mais jusqu'à beaucoup de complots, par exemple. Des trucs qui concerneraient une origine chelou du coronavirus, des incendies à Hawaï qui auraient été faits par le gouvernement, ou on le voit sur la 3e photo où il y a écrit Trump won, où il dit que Trump se serait fait voler lors de l'élection présidentielle qu'a vu Joe Biden qui a été élu président des États-Unis. Non, voilà, ouais, Royce White, il voit des complots partout, il sent que ça marche, qu'on parle de lui quand il fait ça, et il hésite pas à le faire savoir. Dès qu'il y a un petit truc sur lequel il peut avoir son mot à dire, il hésite pas. Donc ouais, Royce White, avec ses petits tatouages sur la tête, mais aussi ses déclarations, il enchaîne les prises de parole qui sont complètement controversées, mais vu qu'il ose dire des choses et qu'il a en plus un public, il commence à obtenir une tribune dans les médias. Il commence à avoir des gens qui le suivent, et il réussit même à avoir un énorme soutien de la part de Donald Trump et des républicains qui veulent utiliser son espèce d'aura médiatique et cette espèce de tribune qui s'est créée pour justement permettre au parti de gagner des voix et de gagner du monde. Donc la NBA, clairement, on s'en rend compte, ça semble loin de ses objectifs aujourd'hui à Royce White, qui est devenu officiellement un homme politique, parce que dans la politique, il dit que enfin il est apprécié à sa juste valeur, et là, petite surprise pour finir cette histoire de Royce White, il vient d'annoncer sa candidature pour faire partie du Sénat en 2024, soutenu par les républicains et par Donald Trump, et ça clairement je m'y attendais pas. Affaire à suivre donc, mais quand on voit son instabilité mentale, ça fait peur. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Royce White, malgré toute la hype qu'il y avait au moment de la fac, c'est plus du tout un basketteur, comme je disais. Son instabilité mentale a pourri sa carrière. Le pauvre, je pense que clairement, il est malade. Il est malade psychiatriquement, et ça l'a pas aidé. Et il faut qu'il se fasse soigner. Ça l'a aidé nulle part. Il a été bon au Canada, mais encore une fois, c'est son attitude et ses soucis psychiatriques qui lui ont pas permis de continuer. Le MMA, il a cru qu'il s'était fait voler par les juges. Et à croire que dans la politique, tu peux être très instable psychiatriquement et quand même trouver une place. C'est ce qu'est en train de nous prouver Royce White. Je sais pas ce que ça va donner, j'espère juste que dans sa tête,
il va mieux, ou en tout cas il ira mieux, parce que quelle carrière quand même pour ce Royce White, qui est pas si vieux, et qui a encore peut-être pas mal de choses à nous montrer par la suite. Donc là, ben voilà, on en arrive à un moment où on arrive en fin de live, je vous ai présenté les 6 joueurs, ben j'espère que ça vous a plu. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a fait des sondages à chaque fois pour savoir si vous connaissiez à chaque fois l'intégralité de ces histoires, l'intégralité de ces parcours, et même si pour des joueurs comme Sekou Doumbouya et Jimmer Fredette, vous étiez pas mal à connaître, on se rend compte que ben, pour d'autres, vous étiez plus de 90% à pas tout savoir. Pour Royce White, là, qu'on vient de faire par exemple, vous étiez 100% à avoir appris cette histoire, et là-dessus je suis content. Franchement, j'ai trop kiffé vous apporter ces histoires. Dites-moi dans le chat ou dans les commentaires sur YouTube si vous voulez qu'on fasse d'autres tomes, alors pas tout de suite hein, bien sûr, mais à l'avenir peut-être sur d'autres lives, on en représentera 6 autres. D'ailleurs, si vous avez des suggestions pour ces 6 autres, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, parce que je pense qu'il y a tout plein de belles histoires à raconter. J'ai vu que ça parlait de Tyrell Terry, on pourrait parler d'Isaiah Thomas aussi, même si Isaiah Thomas, il y a encore pas mal de choses à voir. Non, dans le chat, déjà, vous aviez de bonnes pistes, mais n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires du best-of qui sera sur YouTube. Pareil, n'hésitez pas aussi, si vous avez des conseils aussi à me donner, ou des idées sur le concept pour l'améliorer, vu que c'est tout nouveau, je suis preneur. Quoi qu'il en soit, j'ai kiffé, le bilan, il va s'arrêter là, hein, parce que c'était un live qui était très cool. J'espère qu'on en refera d'autres, on verra comment ça fonctionne sur YouTube, on verra vos retours aussi à vous. Voilà, dites-moi si vous voulez un tome 2, et je serai ravi de vous le faire, donc tenez-moi au courant. Voilà pour ce qui est de ce premier épisode. Que sont-ils devenus? Voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Ça vous a plu ce concept? Vous en pensez quoi, vous? Et est-ce que vous avez d'autres noms de joueurs qui vous viennent en tête que vous aimeriez que j'aborde? Dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude, et encore plus, vu que c'est un nouveau concept, je lirai ça super attentivement. Et pour finir, tu connais, si le contenu t'a plu, n'oublie pas le pouce vers le haut et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tout ça c'est super important, alors je compte fort sur vous l'équipe, et je vous dis à très vite.